Je vous remercie d'abord d'être. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui. Oui, c'est bon. Oui. Bon. Je vous remercie d'être présent ce soir pour l'inauguration donc, du colloque. Bon, on vient de la célébrer autour d'un joyeux verre de l'amitié. Et puis bien sûr pour la diffusion des secrets du Razès de Philippe Brunel qui est juste là. Mais je vais retenir votre attention pendant quelques instants pour vous présenter l'association. Parce qu'en réalité, enfin, vous la connaissez, mais en réalité, on ne l'a pas encore fait. J'attendais l'inauguration pour le faire. Donc d'abord, comment j'en suis arrivé, moi, Merlin Delrieux, que la plupart d'entre vous ne connaissez pas, à reprendre cette association, Terre de Rédé, l'une des plus anciennes associations de Rennes-le-Château, une association de chercheurs. Tout simplement parce que le président sortant de l'association, M. Christian Doumergue, qui aurait dû être parmi nous ce soir, mais qui malheureusement est retenu par d'autres événements et que je vous prie d'excuser et que j'excuse bien entendu, me l'a proposé. Alors évidemment, quand il me l'a proposé, j'ai pas dit oui de suite, parce que je me suis dit, bon, d'abord pour des raisons d'emploi du temps personnel, ensuite parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un inconnu ici, et enfin parce que je me suis dit, tu vas succéder à des sommités à la tête de cette association, est-ce que tu as vraiment la légitimité et le talent, j'ose dire, pour faire cela? Bon, Christian, qui est mon ami, a su me convaincre, a trouvé les bons mots. Il m'a dit, tu es la bonne personne pour ce poste, j'ai confiance en toi, etc. Donc, en l'écoutant, j'ai choisi et j'ai dit, allons-y, lançons-nous dans ce projet peut-être un peu fou, on pourrait dire un peu fou, de relancer une vieille association qui a compté des centaines de membres et qui était en sommeil depuis près de 5 ans. Donc je tenais évidemment, bien entendu, sincèrement à remercier Christian Doumergue, qui j'excuse encore une fois de ne pas être présent, parce qu'évidemment sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Sa confiance m'honore, me touche et m'invite à avancer et à mener la renaissance de cette barque Terre de Rédé. Donc je vais essayer de ne pas être long, je l'ai déjà dit une fois, mais j'ai tendance à beaucoup parler. Donc comme les conférenciers, si je parle trop, il faudra m'arrêter. Donc je voulais quand même rapidement vous présenter le bureau. Donc moi maintenant vous me connaissez, pour vous donner 2-3 autres informations, j'ai 20 ans, je suis aussi président d'association dans mon village d'origine Montaulieu et à mes heures perdues je suis étudiant en 4e année à Sciences Po Toulouse et en master d'histoire en parallèle. Bon, ça c'est pour moi, maintenant c'est bon. Le trésorier, il est au fond de la salle, là, il s'appelle Axel Gresley. Bon, c'est le plus connu de nous trois, je pense, on peut se le dire. C'est un écrivain à succès, on peut le dire aussi, sur Rennes et ailleurs. C'est celui que j'ai appelé en premier, je pense, pour lui dire que Christian me faisait cette proposition. Et c'est lui aussi qui m'a dit « vas-y, fonce ». Et je pense que aussi, sans lui, peut-être qu'on ne serait pas là. Et le secrétaire, c'est Baptiste, il est timide, mais il est au fond aussi. C'est une personnalité discrète, et pour moi, c'est l'un, il est trop modeste, donc il n'acceptera pas ce que je dis, mais c'est l'un des plus fins connaisseurs de ce mystère. Dans tous les cas, à mon sens, c'est l'un d'entre nous qui a le plus crapahuté dans les environs. Donc voilà un peu pour l'équipe que je vous présente de manière très rapide et très succincte. Donc nous avions 2 projets pour cette renaissance. D'abord le colloque, aujourd'hui, et le bulletin. Évidemment, je n'ai pas pris d'exemplaire pour vous le montrer, mais il est au fond disponible à la vente. Donc, le colloque, vous avez assisté à 2 magnifiques conférences, l'une faite par Jean-Pierre Monteil cet après-midi et l'autre par Richard Audabram, que je tiens bien entendu à remercier. Vous allez voir le film de Philippe Brunel. Et demain, vous attend une conférence, merci, de Christian Attard sur le trafic de messe de la Bessonnière aux alentours de 10h et une table ronde des anciens, je ne vais pas prendre négativement, mais plutôt comme synonyme de la sagesse. Donc voilà, une table ronde demain à 15h avec plusieurs participants, donc je vais le lire pour ne pas me tromper. Antoine Captier, Claire Corbu, Tatiana, j'espère ne pas écorcher son nom de famille, Kletsky Poder, Germain Blanc-Delmas et Jean-Pierre Monteil qui nous fait bien sûr l'honneur de revenir
un membre d'honneur même de l'association. Donc je remercie bien entendu l'ensemble des intervenants sur ces 2 journées. Je remercie monsieur le maire de Rennes-le-Château qui est présent parmi nous ce soir pour l'inauguration du colloque et la diffusion du film. Je remercie Gérald et Marie qui nous ont aimablement loué la salle pour pouvoir faire cet événement. Je remercie aussi Serge, je fais tous les remerciements comme ça c'est fait. Je remercie aussi Serge et Hélène de la librairie qui nous aident beaucoup et qui nous motivent beaucoup pour ce projet. Et je voulais rapidement, et j'en terminerai presque par là, vous présenter le bulletin, le premier bulletin de la nouvelle ère de Terre de Rédé. Donc voilà, il est ainsi avec une interview exclusive de Paul Saucé, un article de Christian Noumergue, un de Patrick Monsior et un de Philippe Brunel, ici présent, que je remercie bien entendu aussi tous les 4. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur, le bulletin. Donc comme je vous l'ai dit, bon, certains ont eu la chance de l'avoir puisqu'ils ont adhéré à l'association et que c'est compris dans le tarif de l'adhésion. Il est aussi à la vente ici, chez Tony Botampi et à la librairie des chercheurs. Et c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur de réaliser ce bulletin, parce que pour moi c'était très important, donc j'y ai mis tout mon corps et toute mon âme pour le réaliser. Je remercie d'ailleurs, j'en ai oublié, Lobé qui nous a aimablement lui aussi fait quelques illustrations pour rendre encore plus parfait ce bulletin, et aussi Jean-Louis qui est aussi au fond de la salle et qui nous a réalisé la couverture. Bon, je termine en vous disant que de nombreux projets sont à venir. Bon, évidemment, on va rapidement travailler sur la prochaine édition du colloque, que l'on espère faire à la même période l'an prochain, sur une autre édition du bulletin, puisque c'est la marque de fabrique de Terre de Rédé. Bon, Axel et Baptiste, ils vous en diront plus parce qu'ils sont plus à même et plus au courant sur ce projet-là, mais je voudrais donner une vision patrimoniale à l'association de Terre de Rédé, en portant quelques projets de rénovation. Bon, ils vous présenteront différents projets dans les jours et mois à venir, mais voilà, c'est les grandes lignes de cette association. Retenez simplement que nous souhaitons inscrire l'ensemble de notre travail dans une démarche rigoureuse, sérieuse, historique et respectueuse de l'existant, comme Terre de Rédé a déjà su le faire par le passé. Donc je compte sur vous, votre soutien, votre aide, comme vous me l'avez déjà d'ailleurs pour certaines données, pour mener à bien tous ces projets. Et puis il me reste... non, je pense avoir fait le tour des personnes à remercier, mais si j'ai oublié quelqu'un, qu'il me pardonne et je le remercie si je l'ai oublié. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Merci encore d'être ici et de souhaiter une longue et belle vie à Terre de Rédé. Je vous remercie. Bravo. Nous avons tous compris à travers les différents documents que notre ami Monteil vient de poser devant nous que l'affaire de Rennes-le-Château est un très beau diamant multifacette. Chaque facette est une porte d'entrée. C'est une logique toute simple. Nous arrivons à intégrer un des secrets, quelques-uns des secrets, une grande partie des secrets de Rennes-le-Château à travers ces petites portes, ces grandes portes. Ce soir, je tiens particulièrement à remercier nos 3 amis de Terre de Rédé, Axel, Baptiste et bien évidemment Merlin, qui nous ont fait l'immense plaisir de nous organiser ce super colloque qui nous permet de nous rassembler. Ils m'ont dit, Richard, tu viens avec nous? On y va. Je dis oui, on y va ensemble. Et nous allons entrer dans l'affaire de Rennes-le-Château à travers une autre porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est l'histoire de l'Église catholique de l'Aude pendant la Révolution. Juste avant la Révolution, pendant la Révolution, juste après la Révolution et les conséquences. Source de trésors. J'annonce déjà ce qui vient.
Chers amis, nous sommes le 12 juillet 1790. Un an, quasiment un an jour pour jour, après la prise de la Bastille. Allez, à 2 jours près. Et nous sommes 2 jours avant, le 12 juillet, le 14 juillet 1790, 2 jours avant le 14 juillet 1790, qui est la fête de l'être suprême. Car que fêtons-nous le 14 juillet? La prise de la Bastille et la fête de l'être suprême, qui est une messe présidée par un évêque qui s'appelle de Talleyrand-Périgord, que certains connaîtront comme Monsieur de Talleyrand, ministre de Napoléon Ier, Louis XVIII, etc. 12 juillet 1790. Et voté ce jour-là la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, j'insiste, qui est votée avant la constitution du royaume. Le pays vit une révolution exceptionnelle. Les assemblées, les gouvernements en présence n'ont pas encore choisi la constitution autour de laquelle ils vont établir leur pouvoir. Et pourtant, le premier acte politique qui concerne cette église forte, ou cette église qu'ils veulent forte, mais aux côtés de la Révolution, passe par un acte qui s'appelle la Constitution civile du clergé. La Constitution, finalement, d'une nouvelle église. Cette Constitution, elle est mise en place par l'Assemblée nationale qui agit en 1790. Quelle est-elle? Vous l'avez compris, vous connaissez son nom. C'est l'Assemblée constituante. Vous vous rappelez sans aucun doute du serment du jeu de paume, de ces hommes qui disent « Nous ne nous séparerons plus, on ne nous séparera plus ». Ils constituent le peuple français. Et là, on a un acte fort, et c'est presque le premier acte constitutif politique, qui vient dire, après bien d'autres actes que nous allons revoir, relire ensemble, qui vient dire, aujourd'hui, l'Église de France va fonctionner ainsi. Et c'est ce ainsi que nous allons regarder ensemble, parce qu'il va avoir des conséquences jusqu'à Rennes-le-Château. Bien plus tard. Qu'est-ce que c'est en fait dans la réalité? C'est un acte fondateur qui va priver l'Église d'une grande partie de ses droits, de ses prérogatives qu'elle avait sous ce qu'on va appeler l'Ancien Régime, le gouvernement qui a précédé la Révolution. Et au final, c'est le rôle de l'Église dans cette nouvelle société. Alors, pour bien comprendre finalement ce qui se passe là, il faut comprendre en quelques mots la situation de l'Église avant la Révolution. Je vais vous le faire d'une façon un peu macro. Qu'est-ce qu'on trouve dans le royaume de France au niveau de l'Église? Puis après, on regardera dans le détail ce qui s'est passé vraiment dans le département de l'Aude. Alors, pour le dire très simplement, cette constitution civile du clergé n'est pas une bombe dans le ciel de cette année 1790. C'est attendu. C'est très attendu. Les cahiers de doléances ont fait remonter des informations qui demandent une réforme. Et cette réforme se synthétise dans la constitution civile du clergé. Alors, nous avons donc une église, oui c'est vrai, qui
est déjà dans une crise interne doctrinale. Pour ceux qui sont venus à ma rencontre il y a 2 ans, j'ai fait une intervention pour parler de Nicolas Pavillon, qui fut un des évêques d'Alette. Un évêque qui a travaillé dans un contexte qui était celui de ce qu'on a appelé la contre-réforme. Nous sommes dans le Midi, vous avez tous entendu parler des Cathares, évidemment. Il y a eu une guerre militaire, des châteaux qui ont été brûlés, puis un temps d'inquisition pour lutter contre une hérésie. Ce qu'on appelle le catharisme d'une façon générale aujourd'hui, qui est en fait le rassemblement de bons hommes et bonnes dames. Quelques siècles après, des gens qui sont mécontents vont suivre un appel d'un prénommé Luther et ils vont protester. On les appelle des protestants. Ils vont engager un rapport de force avec l'Église catholique qui va amener un partage, une scission au cœur de l'Ecclésia, au cœur de la communauté chrétienne. C'est le schisme protestant. Il y a une rupture profonde et il va y avoir une réforme. C'est pour ça qu'on parle des églises réformées. Et l'Église catholique réagit en faisant une contre-réforme. Elle revient à des fondamentaux. Le catharisme avait amené l'émergence des ordres pauvres, prêcheurs. Le protestantisme va amener là aussi son lot de réformes et de contre-réformes. Dans le cadre de cette contre-réforme au XVIIe siècle, puisque le protestantisme c'est principalement le XVIe, au XVIIe siècle, suite au concile de Trente, on a de grands mouvements qui se mettent en place, et en particulier un mouvement théologique un peu particulier qu'on appelle le jansénisme. On suit les écrits d'un homme qui s'appelle Jansénus, qui est en gros dans les Flandres, dans les Pays-Bas, et qui vient ramener la pureté, la même pureté, rappelez-vous katharos, XIIe siècle, c'est le mot utilisé par saint Augustin au VIe, je vous fais voyager à travers le temps. Et là, les jansénistes vont nous donner la qualité, je dirais, d'un chemin pour retrouver Dieu. Comment retrouver l'invisible dans la simplicité, dans la pureté. Mais une pureté exigeante. Et ils disent, tout est grâce, tout vient de Dieu. Et Nicolas Pavillon sera un des évêques qui participera de ce mouvement. Et qui accueillera ici dans la Haute-Vallée des grands personnages comme le prince de Conti qui viendra régulièrement en retraite dans la superbe, dans la magnifique cité médiévale d'Alette-les-Bains. Jansénisme d'un côté, et puis vous avez bien évidemment entendu parler des jésuites, Ignace de Loyola. Les jésuites c'est l'opposé. La grâce est belle, mais le travail de l'homme est important. Pour rencontrer Dieu, nous devons nous réformer de l'intérieur. C'est un travail auquel nous sommes invités. Et la fin, je reviens au 18e, la lutte entre ces deux écoles de pensée va torturer les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. C'est un rapport de force. C'est à ceux qui vont le plus envelopper la famille royale, pour permettre à un des deux mouvements d'être reconnu et renforcé. Le XVIIIe siècle connaît ce rapport de force, qui parfois joue en faveur des jésuites, parfois un peu plus en faveur des jansénistes. La fin du XVIIIe siècle donnera raison aux jansénistes. Les jésuites seront exclus du royaume de France. Et je peux vous dire que ça va faire beaucoup de bruit, car, bien évidemment, en 1762, quand les jésuites sont chassés, comme il y a à peu près un tiers des séminaires qui sont tenus par les jésuites, ça fait beaucoup de bruit. D'autant plus que le siècle des Lumières apporte son lot d'éclairages divergents, et que nous sommes là, nous sommes bien là, dans un monde qui est en train de changer. Et nous allons le découvrir.
Le XVIIIe siècle et la Révolution vient cristalliser des mouvements qui ont profondément transformé la société. Nous allons voir pourquoi, nous allons voir comment. Donc, une crise, oui, une crise doctrinale, d'abord. Ensuite, une crise institutionnelle. L'Église, dont vous connaissez tous la place depuis le Moyen-Âge, une place spirituelle, mais aussi une place temporelle, ne trouve plus sa place. Le bois est vermoulu. Les stalles sont encore belles, le travail du bois est beau, mais le bois est vermoulu. Comment continuer à trouver sa place spirituelle et temporelle alors que la société a changé? Alors que les commerçants, la bourgeoisie, tout ça monte et qu'on accepte de moins en moins que la noblesse et l'Église aient des privilèges. Comment? Pourquoi? Quelle injustice! Ce soir, votre présence est une invitation à relire ensemble ce moment particulier qui a fondé la société dont nous sommes aujourd'hui. Nous en reparlerons dans quelques instants. Donc oui, une crise institutionnelle car la place temporelle de l'Église, issue du monde médiéval, ne correspond plus du tout à ce qu'est devenue la société. D'autant plus que l'Église a des privilèges immenses, mais dans la réalité, sa place ne lui permet plus de prélever comme elle le faisait avant. Et l'Église s'appauvrit. Et elle s'appauvrit d'autant plus qu'elle est obligée, et c'est relativement méconnu, on pense que l'Église ne paye pas d'impôts. En fait, ce n'est pas vrai. L'Église paye au roi un immense impôt qui s'appelle le don gratuit. Elle doit rassembler, donnons un exemple, l'équivalent peut-être de 800 millions d'euros tous les ans qu'elle doit offrir au roi. Comme elle n'a plus les moyens de le faire, elle s'endette. Ce qui n'empêche pas, et nous le verrons plus tard, certains prêtres de l'Église de vivre comme des princes. Vous sentez? Il y a donc un décalage entre l'institution, l'administration ecclésiale, qui est invitée à différents niveaux à agir dans la société, ce que font les hommes à l'intérieur du système, et ça aussi c'est très contrasté. Nous allons le découvrir ensemble au fur et à mesure de cette conférence. Et puis, il y a beaucoup d'histoires d'ego, il y a des conflits permanents entre les clercs de l'Église. Comme ils ont des privilèges, certains ne veulent pas que ça change. L'immobilisme est garanti par les avantages qu'en tirent ceux qui le perpétuent. L'immobilisme est garanti par les avantages qu'en tirent ceux qui le perpétuent. Et si le bois est vermoulu, tant pis. On verra demain. Et quand il s'agit de prérogatives et d'avantages et de privilèges financiers, alors là, on fait des procès. Et l'Église s'essouffle de procès permanents entre clercs. Vous n'imaginez pas. Puis en plus, ça crée une ambiance délétère à l'intérieur des structures administratives. Alors il faut comprendre, et ça on l'a oublié aujourd'hui, parce que depuis le Second Empire, nous avons les conseils généraux. Les conseils départementaux aujourd'hui. Le travail des conseils généraux était fait avant la Révolution par les diocèses. Les évêques avaient des régions administratives qui étaient confiées par le roi à l'Église, et l'Église devait construire les ponts, les routes, entretenir certaines chaussées sur les rivières, etc. Il y avait un partage de droits coutumiers, de droits écrits, il y avait des seigneurs locaux, des superpositions dans certains lieux, encore un peu des traitements particuliers du féodalisme médiéval. Tout ça est à bout de souffle. Et les nouvelles formes de société qui émergent ne s'y retrouvent plus. On va voir tout ça, on va le regarder tranquillement. Donc beaucoup, finalement,
de procès, et tout ça fait naître une envie de réforme, surtout dans le bas clergé. Les hommes et les femmes qui sont au contact de la population, eux, ils n'en peuvent plus. Ils agissent au service de Dieu, au service de l'Église, mais dans la réalité, c'est à bout de souffle. Et eux, dans les cahiers de doléances, ils en demandent beaucoup. Que ce soit, on le verra plus tard, dans les délégués de l'Église, puisque vous vous rappelez qu'il y a les trois états. Hein. Le premier état des états généraux, c'est l'Église. Le deuxième, la noblesse. Le troisième, le tiers état. Et c'est ce tiers état qui deviendra l'assemblée qui se réunit, vous vous rappelez, dans ce gymnase, dans cet endroit où on fait du tennis, on joue comme à la pala. Merci. La salle du jeu de paume. Ils se réunissent là et ils disent, nous on ne nous séparera plus. Parce que le roi a fermé les lieux de réunion du tiers-état. Donc, et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui savent écrire, mais qui sont des gens qui sont autour de l'Église. Mais souvent, qui savent écrire, qui savent penser, qui savent analyser des situations, mais qui n'ont pas le pouvoir. Et on va le regarder. Ça, c'est une des particularités. Le féodalisme a pénétré l'Église. Il y a une interconnexion permanente depuis le Moyen-Âge entre l'Église et la noblesse. Avec des responsabilités, on se nourrit, Bon, on va y venir. Après, si vous voulez, en plus, il y a une chose qui est vachement désagréable à ce moment-là, c'est que il y a beaucoup d'arrivisme, de carriérisme. Les gens ne montent pas toujours parce qu'ils ont une foi magnifique dans leur sacerdoce. Il y a parmi eux des gens qui veulent servir Dieu et l'Église, mais il y en a beaucoup qui veulent grimper, qui veulent réussir, être reconnus, avoir des titres et beaucoup d'argent. On est loin des cathares, on est loin du protestantisme. Et c'est d'autant plus visible dans des petits territoires où il y a peu d'argent. Et notre département de l'Aude est un département où il y a peu d'argent, même avant la Révolution, dans les sénéchaussées, et après la Révolution, quand les départements arrivent. Il se trouve que l'Église est dans la société, elle fait écho aussi aux philosophes. Pour ou contre, est-ce qu'il faut être d'accord avec ce que ce siècle des Lumières est en train de dire? Alors il y a des prêtres, il y a des directeurs de séminaires qui disent oui, il faut ouvrir les séminaires à la réalité philosophique, à la vision de la société de ce siècle. Et d'autres qui disent ah mais non, surtout pas. C'est l'Église éternelle qu'il faut, la tradition, la main, le doigt sur la couture. On ne change rien. Tout a été confié par les siècles précédents. Pourquoi voulez-vous changer? Vous sentez le rapport de force? Les jansénistes sont dans la tradition, les jésuites sont plutôt dans le progrès, qui va doucement mais sûrement vers les sciences, l'archéologie, la philosophie. Est-ce qu'il faut apprendre la philosophie au séminaire? Est-ce qu'on doit rester sur la théologie? Est-ce qu'il faut apprendre les sciences? Est-ce qu'il faut remettre en cause ce que dit la Bible? Que le monde a été fait en 40 000 ans. Oui. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du fondamentalisme et de l'ouverture. La Révolution va mettre un coup de butoir à tout ça. Mais l'Église prendra du temps depuis Rome pour évoluer. Nous allons nous concentrer sur l'Église de France pendant cette période. Mais rappelez-vous qu'il y a un combat presque de société au cœur des systèmes ecclésiaux. Alors, bien évidemment, le roi, après l'endettement majeur, vous vous rappelez Louis XVI, il endette l'État d'une façon exceptionnelle en finançant l'opération de soutien à la grande colonie des États de l'Amérique, et il endette l'État d'une façon presque irraisonnable, irraisonnée pourrait-on dire, qui va avoir des conséquences terribles,
et qui amèneront, devant une situation financière catastrophique, à demander la formation des États généraux, qui sont seuls capables de réformer l'État, puisque lui, en tant que roi, devant la faiblesse du pouvoir royal, n'a pas été capable de le faire. Donc il rassemble, comme j'ai dit, l'État en tant qu'Église, premier tiers, deuxième tiers la noblesse, troisième tiers, le tiers-État. La noblesse, dans sa grande majorité, ne veut rien toucher. Et en sous-main, il y a des nobles qui veulent réformer. Ils disent, si nous ne réformons pas, nous perdrons tout. Et donc, il y a une interaction permanente entre cette petite noblesse, ce que l'on appelle des hobereaux, des gens qui ont des petits fiefs, des petits châteaux, quelques terres, et qui essayent d'en vivre. Il leur est interdit de travailler. C'est un des privilèges de la noblesse. On ne travaille pas. Mais il y a des endroits où il n'y a pas d'argent. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Donc vous pouvez être un seigneur, mais qui n'a pas un copec, qui n'a pas un sou. L'Église, pareil. On a des grands princes qui vivent vraiment comme des grands dignitaires, entourés d'or et d'argent, de tissus, de soie, de velours. Et puis les prêtres qui sont dans des communautés où la dîme, le dixième de rien, ça fait toujours rien. Et ces prêtres-là, eux, ils vivent de rien. De temps en temps, un paysan leur amène 3 carottes, un lapin. C'est pas beaucoup. À côté de certains dignitaires qui font bombance. Vous sentez que ça ne peut pas durer. Alors, il est vrai que dans les délégations de l'Église, en particulier, il y a 291 délégués. On va dire sur les 291 délégués de l'Église, il y a 46 évêques sur les 136 diocèses, et le reste, ce sont des curés qui sont partagés. Certains sont des vicaires généraux, c'est-à-dire les numéros 2 des diocèses, puis d'autres sont des directeurs de séminaires, puis d'autres sont des simples prêtres. Chacun donne un éclairage particulier. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est cette réalité de la faiblesse du pouvoir royal qui est finalement, qui laisse la place à la contestation du système. Comme il n'est pas capable de le défendre avec justice, le système va s'auto-détruire lui-même finalement. Il va demander à se réformer. On ne veut plus des vieux systèmes féodaux. Et les seigneurs, le bas clergé, en opposition, les petits seigneurs et le bas clergé, en opposition aux grands seigneurs. Il faut imaginer une dame qui va à la cour, elle se fait faire pour une journée une robe à 2 millions d'euros. Vous comprenez? Elle apparaît à la cour à Versailles avec une robe de 2 millions d'euros, pendant qu'il y a des seigneurs ici qui n'ont rien pour vivre et qui ne peuvent même pas garantir du bien-être à leurs paysans. Là, il y a quelque chose qui dysfonctionne, évidemment. Je vais prendre un exemple. Le poste d'archevêque de Lyon appartenait à la famille des Talleyrand, Périgord. Avant la Révolution, l'oncle de Talleyrand-Périgord, le même dont on a parlé tout à l'heure, rapidement en parlant du 14 juillet 1790, en mourant, dit « Je laisse ma place à mon neveu, monsieur de Talleyrand-Périgord. » Vous sentez, il y a là, et le roi est obligé, pour garder la noblesse sous le coude, de distribuer les grands postes des grandes abbayes, des grands évêchés, aux grandes familles. Le reste, on fait comme on peut en fonction des compétences. Il est vrai que le Concile de Trente, et je parlais tout à l'heure de Nicolas Pavillon au XVIIe siècle, permet de faire monter des individus, rarement, mais ils sont tous de la noblesse. Il y a un plafond de verre, si vous n'êtes pas de la noblesse, vous avez de très très grandes difficultés à être évêque, surtout au XVIIIe siècle. Alors, bien sûr, la nuit du 4 août 1789 est énorme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dîme. Le dixième de tout ce qui est produit, vous avez 10 kilos de farine qui est produit dans un moulin. Il y a 1 kilo qui va à l'église. Vous avez 10 kilos de carottes, vous donnez 1 kilo à l'église.
Oui, c'est le système. 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges, premier coup de butoir. On abandonne les privilèges de la noblesse et les privilèges de l'Église. Évidemment, vous l'imaginez bien, la fin des privilèges des droits féodaux va amener de très grands espoirs et il va y avoir des grandes attentes. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur les réformes. On ne sait pas comment il faut réformer le système. Certains veulent une révolution totale, d'autres veulent une monarchie constitutionnelle. On veut que le roi abandonne son rôle de monarque absolu, que l'Église retrouve sa place discrète, on va y venir, et on veut surtout que ce soit le Parlement qui décide. Ça aussi, ça va être une montée en puissance. Donc le roi est entouré de nobles et de bourgeois. La majorité des nobles qui entourent le roi à ce moment-là, je pense en particulier à Mirabeau, veulent d'une monarchie constitutionnelle. On veut garder Louis XVI comme représentant symbolique du peuple. Il aura, on le considère, un droit de veto, mais il n'a plus le pouvoir de décider seul. C'est fini. L'abolition des privilèges amène aussi la chute de la monarchie, de droit absolu, donc on passe sur une monarchie constitutionnelle. La religion aussi devient une opinion comme les autres. Dans ce temps du deuxième semestre 1789, on sent bien que la religion n'est plus à l'axe de la société. La société ne tourne plus autour de la religion catholique. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ici, sans aucun doute, connaissent l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Je vous demanderai presque de la dire avec moi. Il s'agit de la liberté de conscience qui fait suite, vous vous rappelez sans aucun doute, en 1787, au retour de l'acte de tolérance. Il y a un édit de tolérance en 1787 signé par Louis XVI qui dit que les protestants peuvent de nouveau exercer leur culte. On est 2 ans avant la Révolution. Et il y a la Déclaration des droits de l'homme qui dit que tout homme a le droit de penser, est libre, tout homme, toute femme, est libre de penser et de croire en ce qu'il veut. Vous sentez? Il y a un glissement là. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, dans une société laïque, ça nous paraît tellement logique, tellement simple. Mais il faut imaginer une société où le roi est de droit divin et que c'est l'Église catholique qui le lui impose. Et lui protège l'Église parce qu'il est de droit divin. À partir de 1789, Déclaration des droits de l'homme, article 10, tout homme, toute femme a le droit de croire comme il veut. Vous pensez que ça remet l'Église à sa place? Je crois. Je crois qu'il y a là un glissement. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon, mais je pense que c'était nécessaire. Donner la possibilité à des hommes et à des femmes de penser différemment. Alors, que fait-on du régime des cultes? Puisque l'Église, on va le dire un petit peu avec la vieille expression, l'Église n'est plus au centre du village. Elle l'est physiquement. Quand vous arrivez dans des villages de l'Aude, vous avez des villages qui se sont construits autour de l'Église. Mais socialement, c'est presque terminé. Et pourtant, ce n'est pas parce que vous changez la loi que vous changez la société partout, tout de suite. Et il faudra du temps. Et ce temps ira jusqu'à Béranger-Saunière, on y viendra tout à l'heure. Alors, le 2 novembre 1789, il y a le plus grand putsch immobilier de l'histoire de France. Le 2 novembre 1789, l'État français, la France, est au bord de l'effondrement. Les caisses sont vides. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'or pour acheter de l'or. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un putsch immobilier. L'État décide, c'est énorme, de nationaliser l'intégralité des biens immobiliers de toute l'Église. Elle nationalise, elle prend, elle dit ça, c'est à nous.
Et l'Église se tait. Pourquoi ils prennent tout ça? Pourquoi ils prennent ces centaines de milliards pour donner une garantie à une nouvelle façon de concevoir la monnaie? Vous êtes habitués à avoir des billets de banque dans les mains. Les assignats, ancêtres des billets, qui avaient été rarement utilisés dans les siècles précédents, il y avait eu quelques mauvaises expériences, font leur apparition à la Révolution. Pour justifier la valeur, on n'est plus dans des louis d'or, on est dans des francs, des assignats en francs. Et pour justifier la valeur auprès des institutions, des banquiers qui, eux, vont donner ces monnaies, on donne en garantie les biens immobiliers d'église qu'on a volés. On a nationalisé, oui, c'est le mot sympathique, mais on les a volés. Novembre 1789, on nationalise tous les biens, les monastères, les églises, les palais, les bâtiments, mais aussi ce qu'ils contiennent. Et pour éviter que le marché ne s'effondre, on ne vend pas tout en même temps. C'est un peu comme si vous aviez, vous savez, quand vous faites un emprunt, vous faites une garantie en mettant le bien que vous achetez en garantie. Une hypothèque, vous connaissez le système. Ce système, c'est celui qui est utilisé. Mais pour éviter que la valeur des biens immobiliers ne s'effondre d'un coup, on ne met pas tous les biens à la vente, bien sûr. On va les écouler petit à petit. Ça va arriver ici, dans l'Aude aussi. Et on va y revenir, ça va se faire petit à petit. On va commencer par vendre telle abbaye, tel palais épiscopal, etc. On fait par touche, comme ça. On vend les meubles, on vend tous les tableaux, tout ce qu'il y a à l'intérieur. On met la main, surtout. On a des commissaires qui se déplacent. On y reviendra tout à l'heure à la fin de la conférence. Très important parce que c'est ce qui va se passer ici. Et ça va avoir des conséquences. Donc, oui, le 2 novembre 1789, il y a une nationalisation des biens de l'Église qui change totalement la configuration, la richesse même de l'Église, puisqu'elle n'est plus détentrice de son patrimoine. Et quelques mois après, le 13 février 1790, nouveau coup de butoir. Le gouvernement vient de comprendre que l'Église est utile socialement, mais qu'elle a besoin d'être visiblement utile. Vous savez que dans l'Église, il y a deux formes d'Église. Il y a l'Église régulière, celle qui vit dans les monastères, qui vit dans ce qu'on appelle un cadre réglé, avec une règle de vie. Les bénédictins, les dominicains, vous voyez, tout ce qui est les cisterciens, tout ce qui est ces vieux ordres qui nous viennent des siècles précédents, presque de l'Antiquité. Pour les premiers, je pense évidemment au VIe siècle, aux bénédictins, Saint Benoît de Nursie, réformé sous les Carolingiens, Benoît d'Aniane, sous Charlemagne et Louis le Pieux. Et les autres qui suivront. Alors, le gouvernement en 1790, février 1790, dit « Maintenant, on va bien considérer les choses. Il y a l'Église qui est enfermée dans les monastères, qui ne produit rien, Église régulière, ecclésie régulière, et l'Église qui vit dans la société, qui, elle, est impliquée dans les relations sociales et l'élévation de chacun. Et eux, il faut les respecter. Alors, on va dire, l'Église régulière, elle n'existe plus. C'est la fin organisée des ordres religieux. Il ne reste plus que les évêques et les prêtres qui vivent dans l'Église séculière. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je vous ai perdu un chemin? Rassurez-moi, est-ce que vous avez bien compris cette différence entre les deux? On est bon? Ça va? Ok. Donc, février 1790, suppression des ordres religieux. Les évêques et les prêtres apparaissent alors comme des partenaires dans la réalité sociale. Et là, évidemment, puisqu'ils ont un rôle social, ils vont devenir, en tout cas l'envie, c'est qu'ils deviennent des fonctionnaires d'État. On les amène à une position où ils seront un petit peu sous contrôle. Le roi est encore le roi. On sent que là, il y a un rôle qui peut être accompagné. On va voir que dans la réalité,
ça devient en souterrain beaucoup plus complexe. D'autant plus que je vous en ai parlé tout à l'heure, le 12 juillet 1790, quelques mois après, il va y avoir la constitution civile du clergé, qui va donner la règle du jeu. Et là, tout d'un coup, tant qu'on était dans la négociation, tout était possible. Mais quand on fixe la règle du jeu, on sait ce qui va réellement être appliqué. Alors, on leur donne une utilité sociale, évêque, prêtre, et là, si vous voulez, tant qu'il y a un rôle hospitalier, des religieuses ou des gens qui sont dans des hôpitaux, tant qu'ils ont un rôle d'enseignement, c'est utile aussi. Et puis je dirais quelque part, ça peut être rassurant pour une partie de la société, c'est un gage de stabilité. Toutefois, cette réalité de vider l'Église de tout ce qui semble stérile socialement ne fait pas l'unanimité. Il y a des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de foi, même avec des questions philosophiques, on peut considérer que l'invisible reste un axe de développement, et ce n'est pas toujours audible. Et donc, en souterrain, si vous voulez, ça négocie fort, il y a des gens qui râlent, on sent monter une insatisfaction. Bon, la véritable rupture, finalement, il faut quand même être honnête, c'est la spoliation des biens. Là, si vous voulez, il y a des monastères, il y a des fermes, il y a des moulins, des palais qui sont la possession de l'Église, parfois depuis 10 siècles. Et hop, dans la poche. Regardez, je suis un magicien. Plus de palais. C'est beau, hein? Vous avez vu? Imaginez qu'on vous fasse le coup avec votre maison. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça va dans la poche de qui aussi? Ça va dans la poche de tous. C'est une bonne raison, peut-être, de considérer la question. Je n'ai pas dit que c'était une bonne solution ou que c'était une mauvaise solution. C'est celle qu'ils ont trouvée à ce moment-là pour justifier de la mise en place d'un système financier avec des billets de banque qu'on appelait assignats. Le changement, en fait, dans la réalité, il va se faire quand on va commencer à dire les prêtres seront élus par les communautés, comme des citoyens. Et les curés vont élire leur évêque. Saviez-vous que pendant la Révolution, les prêtres étaient élus? Saviez-vous que les évêques, pendant la Révolution, étaient élus? On a un rythme démocratique qui s'impose à tous, y compris à l'Église. Alors, pendant l'été 1790, il y a cette constitution civile du clergé, il y a certains évêques qui vont s'opposer de suite, qui vont dire c'est non. Certains évêques qui vont dire, chef d'église, qui vont dire, nous, on va chercher l'unité, on va négocier. On va donner des titres à l'intérieur des diocèses, d'autant plus qu'il y a des nouvelles formes de diocèses qui se mettent en place. On va mettre en place, vous avez entendu parler des départements. Les évêchés anciens vont disparaître. Nous, on va voir ce que ça va donner dans l'Aude. Les évêchés anciens vont disparaître. Et en créant des départements, on va dire, les nouvelles structures religieuses correspondant aux départements s'appelleront des diocèses. Et ils prendront les limites du département en tant que zone administrative à gérer. Ça veut dire que l'évêque d'un lieu deviendra l'évêque du département. Et son diocèse aura pour territoire le département. On est bon. Alors, dans l'unité de ce département, les évêques vont essayer de négocier pour certains, d'autres vont s'opposer totalement, et on va aller vers une rupture. Et puis, il y a bien évidemment l'Assemblée nationale, qui, elle regarde le système ecclésiastique s'organiser, mais qui dit, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui allons vous imposer nos choix. Nous allons vous imposer nos choix. Et vous allez obéir, car vous êtes des fonctionnaires au service du gouvernement et de l'Assemblée. Vous voyez comment tout d'un coup, l'Église qui était au sommet de la société, État numéro 1, devient tout d'un coup un État qui est mis au pied, à l'obéissance. Est-ce que c'est facile? Croyez-vous que ce soit facile? Mirabeau
lui qui agit en sous-main et qui voit cette résistance, va comprendre très rapidement qu'il faut rendre cette action obligatoire. Et pour cela, il va demander à ce qu'il y ait un serment de fidélité qui soit prêté. En gros, les clercs, les membres du clergé, doivent jurer fidélité à la Révolution. Ils doivent jurer fidélité à la Révolution. Nous sommes en novembre 1790, le 26 novembre 1790. Alors, jusque-là, ça passait à peu près. Le roi qui avait le droit de veto, et qu'on avait interpellé, Louis XVI, avait dit oh, vous savez, je vais écrire au pape, puis je vous donnerai ma décision. Dans le flottement, Mirabeau impose le serment, une partie des clercs jure fidélité, une partie des évêques, très peu, jure fidélité, et les autres attendent la réponse du pape. Mais il y a déjà peut-être un tiers du clergé qui a juré fidélité. Et ça augmente. Parce que les conditions, évidemment, sont un peu la mise en pression. Vous l'avez bien compris. Alors, il se trouve que ce flottement va avoir de réelles conséquences. Parce que le pape va dire non. La constitution civile du clergé, c'est pas bon. Nous ne validons pas ce choix politique qui met en crise la descendance apostolique, la réalité apostolique. Ce n'est pas ainsi que ça doit fonctionner. Et le roi va dire, puisque le pape a dit non, je dis non. Mais il y a déjà des clercs qui ont juré fidélité. On a donc des prêtres et des évêques qui ont juré, et des prêtres et des évêques qui sont contre. Donc on a déjà une rupture de l'unité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'autant plus qu'il y a des jureurs, on va les appeler comme ça, qui veulent déjà dire « Ah mais moi j'ai juré parce qu'on m'a forcé. Moi j'ai pas juré. Moi je vais être considéré comme quelqu'un qui n'a pas juré. » Alors on va être obligé de mettre en place un deuxième serment. Et on va mettre la pression. Et on va mettre la pression, d'autant plus la pression que le roi commence à se désolidariser du gouvernement. Vous avez entendu parler de la fuite à Varennes, la suite terrible. Le roi est pris, il est déchu. Et puis il y a des contre-révolutions qui se fomentent. L'Église, pour reprendre son pouvoir, veut réinstaller la monarchie absolue. On fait venir des armées aux frontières du pays. Ça s'accélère. Et la révolution est en difficulté. Alors qu'est-ce qui se passe dans la réalité dans l'Aude? Quelles sont les véritables conséquences? Ça, c'était un petit peu, je dirais, le décor. Pour que vous compreniez comment on est arrivé là. Alors dans l'Aude, c'est exactement la même chose. Dans l'Aude, on a, en gros, pour dire les choses très très simplement, on a un clergé qui représente à peu près 1500 personnes. On sait à peu près aller à 20 personnes près, 1500 clercs dans le département de l'Aude, à la veille de la Révolution, hein, même si les départements n'existent pas encore. Mais nous connaissons les populations par paroisse, et la majorité des paroisses deviendront des communes, donc on peut faire des parallèles, hein, vous comprenez, au niveau démographique. Donc 1500 personnes pour 228 000, en gros, habitants dans ce qui deviendra le département de l'Aude pendant la Révolution. Ça veut dire qu'on a en gros un clerc pour 160 habitants. 160 habitants, c'est pas mal, hein? C'est une bonne moyenne. On n'est pas parmi les pires, on n'est pas pauvre en clerc, mais on n'est pas quand même très riche en clerc. En gros, nous avons une église qui est présente, surtout présente dans l'église séculière. Par contre, je vais être tout à fait honnête, il y a 5 diocèses, on va les regarder ensemble, vous devez sans doute les connaître, au moins pour les amateurs, les chercheurs parmi vous. On va commencer par Alette, hein, puisqu'on est à Rennes-le-Château. Vous avez le diocèse d'Alette. Vous avez le diocèse de Carcassonne,
vous avez le diocèse de Narbonne, vous avez le diocèse de Saint-Papoul. Et vous avez une partie du territoire de l'Aude qui n'appartient pas à un diocèse dont la ville se trouvera dans le département de l'Aude. Il s'agit du diocèse de Mirepoix. Donc je reprends Alette, Saint-Papoul, Carcassonne, Narbonne et Mirepoix qui lui, comme diocèse, sera après rattaché au diocèse de l'Ariège. Voilà. Donc on a 5 évêques, dont 4 vivront réellement dans ce qui deviendra le département de l'Aude. Cette réalité, si vous voulez, elle dit, quand vous prenez l'archevêque de Narbonne, il vit comme un prince. Alors lui, c'est vraiment de l'argent à volonté. Et à côté, vous avez un petit diocèse comme le diocèse d'Alette, qui a des petits moyens, mais qui a une longue histoire religieuse, avec de vraies richesses, et puis des vrais serviteurs. On va y venir tout à l'heure quand on va parler des évêques en particulier. Alors, vous avez bien compris qu'entre le grand archevêque de Narbonne, président des États du Languedoc, vous vous rappelez que, je fais la parenthèse, sous l'Empire romain, il y a une province qui est le sud de la France. Cette province, elle a un nom, elle s'appelle la Narbonnaise. La Narbonnaise a pour capitale Narbonne, et Narbonne est donc cette capitale des États du Sud, et elle restera la capitale des États du Sud. Et le président des États du Languedoc, c'est l'archevêque de Narbonne, qui vit donc comme un prince. Et imaginez le différentiel entre ce niveau de vie et le niveau de vie d'un prêtre qui est au Clat, pour ceux qui connaissent au-dessus d'Axat. Oui. Le Clat, une communauté avec une petite église posée au sommet d'un plateau, où il n'y a rien. C'est pelé. Vous voyez un peu l'espace? Dans le même, on est à 60 bornes à vol d'oiseau. Alors, on a, je dirais, de l'opulence à la portion congrue, avec une réalité insoluble. L'archevêque de Narbonne ne va jamais donner son argent, évidemment, au curé du Clat, ou d'autres lieux. Après, il y a aussi une histoire des cultures et des mentalités. Le département de l'Aude, comme d'autres départements, seront touchés par l'arrivée des pensées, des visions philosophiques du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Et on a de plus en plus de curés qui sont présents. Bon, je dis curés, mais je devrais dire prêtres, parce que tous les prêtres ne sont pas curés. Je fais simple, vous pouvez être ordonné prêtre, mais ne pas avoir la charge d'une paroisse, d'une cure. Vous pouvez avoir d'autres charges, d'autres missions. Et il y a de plus en plus de prêtres qui vont dans des regroupements où on partage des idées philosophiques. On appelle ça parfois des loges maçonniques. Et donc il y a une partie du clergé qui s'ouvre au monde de la philosophie, au monde des idées du siècle des Lumières, et qui se rendent dans les quelques loges maçonniques du futur département de l'Aude. Ça, c'est très important, il faut l'imaginer pour le changement de mentalité. Comment peuvent parler ces hommes à leurs ouailles alors qu'ils font, par exemple, un travail en maçonnerie? Je laisse ça à votre appréciation. Il y a aussi, bien sûr, des rapports complexes entre les clercs, ça c'est toujours avant la Révolution, entre les clercs et les laïcs, et les gens du peuple. Parce que certains ont des privilèges, certains n'en ont pas. Certains clercs soutiennent la petite noblesse qui parfois est reconnaissante du travail des clercs, des laïcs, du peuple. Et parfois vous avez des seigneurs qui ont encore droit de cuissage. Ils rentrent dans une ferme, ils se servent en toute forme d'objets, y compris des femmes. Ce seront des travaux sur lesquels devront lutter les évêques. Nicolas Pavillon s'est opposé très largement, par exemple, au siècle précédent, mais c'est un travail permanent, avec des familles comme, sans ostraciser, mais la famille d'Axe, la famille des seigneurs d'Axat, qui agissaient comme des hobereaux malveillants du Moyen-Âge, et qui rentraient dans une ferme pour violer une femme. Ceci doit sortir
de l'espace. Et au nom de Dieu, arrêtez cela. Et ce sera un des travaux des évêques. Alors, là on est dans l'église séculière, je fais bref. L'église régulière, les abbayes, les couvents, les monastères, se meurent dans le département de l'Aude. C'est un grand corps malade. Tout à l'heure, notre ami Monteil parlait de métastase, moi je parlais même de gangrène. Le monachisme se meurt dans le département de l'Aude. Les grands ordres bénédictins, tout le monde connaît ici la Grâce, Alette, Saint-Hilaire, les grands noms. Cône Minervois. C'est le déclin absolu. À la veille de la Révolution, tout cela n'est plus qu'un vieux souvenir. Il reste 5 bénédictins à Saint-Pierre-de-Cône, 5 bénédictins. Il en reste 13 à Sainte-Marie-d'Orbieu, à la Grâce, c'est la plus grande. 9 à Saint-Jean-Baptiste de Montelieu. Ils sont 3 au prieuré de la Mourguier à Narbonne. 3 bénédictins. Saint-Hilaire a déjà fermé ses portes en 1748. Et Saint-Polycarpe, juste à côté de Limoux, en 1773. Les cisterciens, les bernardins sont au même niveau. Ils sont 9 à Sainte-Marie de Fontfroide, pour ceux qui connaissent l'abbaye de Fontfroide, à la veille de la Révolution. Ils sont 2 à Villelongue, pour ceux qui connaissent l'abbaye de Villelongue. 2 cisterciens. Les ordres mendiants, on n'en parle même pas. Les dominicains, les franciscains, les carmes sont à l'agonie. Il n'y a quasiment plus personne, nulle part. La société a changé, les vocations monacales sont quasiment inconnues, et puis aller vivre la société dans la pauvreté, c'est pas très tendance. Ça l'était peut-être au 6e, ça l'était peut-être au 13e, après le catharisme, ça l'est plus du tout au 18e. Donc, si vous voulez, pour nous, pour ce qui est, pour le masculin en tout cas, pour ce qui est du masculin, c'est passé. Il reste les femmes, et là, chez les femmes, c'est un petit peu mieux. À Prouille, il y a 65 femmes, 65 moniales à Prouille. Et il y a aussi, au Cassès, 21 Clarisses. Je dis ça, je ferme la parenthèse sur l'église régulière, mais c'est juste pour vous dire, tout ce qui est église régulière masculine, quasiment mort. Il reste 2 ou 3 communautés chez les femmes, qui sont intéressantes en termes de vie spirituelle importante. Voilà. Alors le clergé audois et la Révolution, finalement, au regard de ce que je viens de vous décrire, il n'y a pas de grande difficulté à appliquer la réforme, surtout dans les vallées, dans la plaine, dans la basse plaine, dans la basse vallée de l'Aude, c'est-à-dire tout ce qui est Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, la Montagne Noire, ça crème. Ça passe très très bien. La haute vallée de l'Aude, le pays de Sceaux, tout ce qui est le Cap-Cyr, aux frontières de la Cerdagne, tout ce qui est la partie sud du département, ça résiste. On ne veut pas jurer fidélité à la Révolution, on est fidèle à l'ancien système. Non pas qu'on s'y retrouve, mais ça, on ne voudrait pas trop que ça bouge finalement. Et comme les évêques, et en particulier l'évêque d'Alette, il est plutôt de tradition, un peu dans l'héritage de Nicolas Pavillon, qui était janséniste avant lui. On ne voit pas trop finalement de mouvement. Mais il n'y a pas de grandes oppositions, il y a plutôt crème dans la basse plaine et la montagne noire, et un peu de résistance dans la haute vallée et le pays de Sceaux. Alors, lors de la création du diocèse, c'est Narbonne qui naturellement hérite du siège épiscopal, puis ça sera Carcassonne, car Carcassonne dit « mais c'est nous qui sommes le chef-lieu, c'est nous qui sommes au centre du département ». Alors pourquoi mettre l'évêque à Narbonne et la préfecture, entre guillemets, le centre de responsabilité à Carcassonne? Alors on ramène le diocèse, l'autorité diocésaine à Carcassonne. D'abord Narbonne au début, puis Carcassonne, et ça restera à Carcassonne. Et dans l'appellation, ça restera à Carcassonne jusqu'à ce que Monseigneur Planet, à la fin des années 80,
début des années 2000, disent « j'aimerais retrouver les deux noms » et il se fera appeler évêque de Carcassonne et Narbonne. Alain Planet, ce n'est pas l'évêque actuel, c'est le prédécesseur. Richard, très peu de temps, Limoux n'a pas été diocèse. Alors, je fais bref, lors de la réforme en 1317, lorsque les papes sont en Avignon, Jean 22 va saucissonner les grandes principautés, les grands archevêchés. Et il va créer un diocèse dans la grande ville économique de la Haute-Vallée pour reprendre le schéma administratif du comté du Razès, dont la capitale était Rennes-le-Château. Pour faire simple, Limoux sera pendant 1 an cathédrale et siège épiscopal. Devant la lutte des sœurs des dominicaines de Prouille, le pape va, sous la pression de différents archevêques et cardinaux, va transférer le siège de Limoux, qui gardera néanmoins un siège de diocèse civil, on ne va pas rentrer trop dans le détail, et le diocèse religieux passera à Alette. Et le siège abbatial de l'abbaye bénédictine deviendra cathédrale en 1318. Je ferme la parenthèse. On est bon? Alors, le décret de serment pour nous arrive en janvier 1791. Je vous ai dit que c'était en novembre que c'était décidé à Paris. En janvier 1791, on a le serment qui arrive ici. Puis, on a rapidement une condamnation du pape. Et les réfractaires vont s'exprimer à partir de mars. En février, le serment arrive. Il y a encore un peu de flottement. Et en mars, les réfractaires disent non. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est que vous avez des évêques qui sont réfractaires, mais qui quand même se présentent. Et en fouillant dans les archives, en préparant cette conférence, je me suis rendu compte, par exemple, que Charles Lacrobe de Chanterac, qui est considéré comme un des plus grands évêques réfractaires de l'Aude, avait présenté sa candidature pour devenir évêque constitutionnel, mais qu'il n'avait pas été élu. Et donc, il était devenu consécutivement opposé, réfractaire. Alors, c'est là où les choses finalement vont commencer à s'arc-bouter. 1791, vous sentez qu'il y a ce moment de tension, et 1792, là il y a la pression, le roi a essayé de partir, il y a les événements qui préparent l'été, on sent qu'il y a une montée du clergé qui veut d'un retour du droit absolu, et là on met la pression sur les réfractaires. Et on leur dit, si vous ne jurez pas fidélité, c'est la guillotine. Parce qu'entre-temps, on a commencé à mettre en place un régime, vous avez entendu probablement parler de la terreur, etc. On va avoir des révolutionnaires de plus en plus durs. Les modérés, devant leur incapacité à gérer les problèmes, vont être écartés. Et ce sont des révolutionnaires de plus en plus durs qui prennent le pouvoir. Et de 1792 à 1795, on va taper dans le dur. Pour nous, ce qui va nous intéresser ici, en termes de région vraiment du département de l'Aude, c'est la réaction des chrétiens, finalement, qui, pendant la Révolution, vont, j'allais dire, plutôt observer, pour les révolutionnaires, cet écrasement de la superstition, ils vont appeler ça de la superstition, et une espèce de fanatisme religieux. Donc il va y avoir, et chacun accusant l'autre d'être fanatique. Vous êtes des fanatiques religieux, non mais vous êtes des fanatiques révolutionnaires. Vous sentez la scission qui se passe dans la société. Après, il y a une volonté de sacraliser la République, c'est ce dont j'avais parlé avec l'être suprême, d'autant plus que le roi va être écarté progressivement. Donc on a une République qui s'installe, qui s'instaure, on n'est plus sur une monarchie constitutionnelle. Bon, il faut dire que les cultes révolutionnaires sont promus, on va créer des temples dans les départements qui sont des temples de l'être suprême, en même temps, puisque au fur et à mesure que l'Église prend une position royaliste, on va essayer de la contraindre à être de plus en plus discrète aux ordres du gouvernement. Et là, si vous voulez, il y a un certain nombre d'églises qui sont affectées au culte de la raison. Ça, c'est un point très très important. Alors finalement, il y a 3 attitudes qu'on retrouve dans l'ensemble.
qui est plutôt minoritaire, la déchristianisation. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est la curiosité des nouveaux rites, avec des gens qui vont aller se tourner vers l'être suprême, vers le grand architecte, des choses un peu plus mineures, mais qui appartiennent à des visions... c'est moi, ça. Je fais exactement comme notre ami Montaigne, j'ai mis pour me dire que on arrive sur la zone. Alors, et ensuite, il y a ceux qui sont avec un attachement de la foi des ancêtres. C'est-à-dire, on veut finalement continuer à croire en Dieu comme on a toujours cru en Dieu. Vous voyez? Et ça, moi je nous pose la question aussi à nous, 21e siècle, on est en République, laïcité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir la foi? C'est un autre débat qui est hors du cadre de cette conférence, mais qui nous est amené naturellement par la réalité de ce choix d'une administration religieuse. Alors, on va parler quelques mots sur les évêques. On achèvera sur cet aspect-là de l'administration de l'Église. Alors en fait, vous avez compris, 4 évêchés qui sont sur le territoire. Donc on a un évêque qui s'appelle Monseigneur de Vintimille, qui a pris possession de son évêché en 1788. Et lui, il est en charge de Carcassonne. Mais dans la réalité, il est désigné, on va dire, il prend possession titulairement en 1790, en 1788, mais dans la réalité, il devrait arriver en 1790. Dans la réalité, pour lui, c'est cuit. Il est ordonné, entre guillemets, 1 an avant la Révolution, il ne prendra jamais son évêché. Ensuite, on a Monseigneur Dillon, celui-là est un peu plus connu, c'est un évêque administrateur. Lui, il va agir sur la ville de Narbonne, archevêché de Narbonne. Alors lui, c'est un truc de fou. Lui, c'est un évêque administrateur. C'est-à-dire qu'il est là pour gérer, il prend l'argent, il voyage, il va à la cour, mais c'est un peu le genre. Puis il laisse à d'autres le soin de gérer. Et puis quand vient la Révolution, il part en Belgique. Puis il va partir à Londres, où il va mourir. Le deuxième est terminé. Le troisième, c'est Charles Lacrobe de Chanterac, qui fut le dernier évêque d'Alette et qui resta le plus longtemps dans le département de l'Aude. Il resta même au-delà de l'élection de l'évêque constitutionnel. Et l'évêque constitutionnel, à l'époque, il n'y avait pas la déviation pour aller dans la haute vallée de l'Aude. La route qui avait été construite par les évêques d'Alette passait dans Alette. Pour ceux qui ont connu Alette, avant la construction de la route en 1976 de la déviation, tous les camions, les carrosses, tout le monde passait dans Alette. Et qui c'est qui a fait le pont? Alors, le vieux pont de pierre a été achevé, repris et achevé sous Nicolas Pavillon, 1677. Charles Lacrobe de Chanterac, on va y venir tout à l'heure, restera jusqu'en septembre 1792 à Alette. Et quand l'évêque constitutionnel partait en visite, il faisait ses visites dans le sud du département, il ne s'arrêtait jamais à Alette parce qu'il savait que le vieil évêque était là. Juste pour l'anecdote. Il avait beaucoup de respect. Parce que celui qui était évêque constitutionnel, c'était un prêtre, il se connaissait. Il était devenu évêque parce qu'il avait été élu par les curés. Après le 4e, c'est Monseigneur Maille de la Tour-Landry. Alors lui, il n'a pas eu de chance. Il était évêque à côté de Castelnaudary à Saint-Papoul, autre abbaye bénédictine. Alors lui, au printemps 1789, avant les États généraux, il part à Paris. Il avait des affaires à régler, il part là-haut, et puis la Révolution éclate. Il ne reviendra jamais. Moralité, à partir de 1789, il n'y a plus qu'un seul évêque qui reste. C'est Monseigneur Charles Lacrobe de Chanterac. Les autres, donc on a des vicaires généraux qui font le boulot, mais les évêques ne sont pas là. Vous allez voir, c'est important. Je dis juste 2 mots sur l'Église. À la fin de la Révolution, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez entendu parler tous de la bataille de Marengo. Probablement, vous êtes des inconditionnels de Napoléon. J'en suis persuadé. Donc nous sommes le 14 juin 1800. Bataille de Marengo. C'est un changement. Le premier consul Bonaparte, à la suite de cette bataille, renforce sa position politique.
vous vous rappelez qu'on est dans ce qu'on appelle le directoire. Le directoire, sous l'influence des francs-maçons, devient un régime particulier qui est fait de 4 consuls. Le premier consul, c'est Napoléon. Et là, lui, il va écrire au pape et il va dire « Nous aimerions un projet de convention pour rétablir l'Église catholique en France dans le cadre du consulat. » Et le 15 juillet 1801, cette convention est signée, c'est ce qu'on appellera le Concordat, qui durera jusqu'en 1905. C'est le rétablissement du culte catholique. C'est faire de l'Église à nouveau une force morale et un élément d'ordre. Après ces moments de flottement, on a un élément à nouveau de stabilité. Et on a un évêque qui est désigné pour le département de l'Aude et le département des Pyrénées-Orientales. À terme, le département des Pyrénées-Orientales reprendra un évêque pour lui-même à Perpignan. Mais, je termine avec cet élément clé. En août 1792, on sent venir le vent et les éléments qui sont dans le diocèse d'Alet vont être vendus. On va envoyer des commissaires pour vendre l'ensemble des biens. Charles Lacrobe de Chanterac n'habite déjà plus le palais épiscopal. Il s'est installé dans un hôtel particulier qui a été acheté pour lui. Attention à la table. Oui, ça, je reste sur le pied. Je ne... Nos milieux se pètent. Oui, j'en suis conscient, j'ai fait un test tout à l'heure. Je suis léger et je vais essayer de mettre mon poids juste sur le pied. Merci de me l'avoir rappelé. Nous sommes en août 1792, c'est une clé. Charles Lacrobe de Chanterac s'est installé dans un hôtel particulier au 17 rue Cadenne, dans une maison qui s'appellera plus tard dans cette rue Cadenne, la maison à l'été. Et là, il rassemble les fidèles. Et il dit, il faut écrire à mes neveux, qui vivent en Vendée, qui vivent à Marseille, près de Marseille. Ils vont venir nous aider. Nous allons vider les 5 églises de la ville d'Alet. Nous allons mettre de côté les vases sacrés, les ciboires, les plateaux d'or, d'argent, de vermeil, l'argenterie achetée à Monseigneur de Boucau lors de l'arrivée de Monseigneur Charles Lacrobe de Chanterac. Tout ça est aux archives départementales. Tout ça est très bien noté. On connaît les contenus, on a l'ensemble des inventaires. Et en 1792, il y a la pression qui est mise sur les réfractaires. Et Charles Lacrobe de Chanterac, dans cette maison du 17 rue Cadenne, rassemble ses fidèles. Il dit, faites venir mes neveux, nous avons 3 semaines pour vider. Et il avertit les grandes familles de la ville d'Alet, qui est la capitale épiscopale. Il y a tout ce qui est les vases sacrés que l'on a depuis le Moyen-Âge, mais il y a tout le reste. Les fortunes, les biens, les bijoux, l'or de toutes ces grandes familles, les Larades, les Saunières, les Nives du Hab, etc., etc. On rassemble 7 grandes malles, comme la moitié de cette table. On rassemble, on fait l'inventaire, on enveloppe, on met tout ça une nuit d'août 1792. La famille de Chanterac est très bien documentée là-dessus. On sait que les 2 neveux ont quitté la Vendée et Marseille pour venir à Alet pendant 15 jours, pour rejoindre le vieil évêque à ranger de vieilles affaires. On vide le palais épiscopal de ses meubles, de ses tableaux, etc. On met tout ça dans des... Je parle de l'argenterie, etc. Les tableaux, les meubles, ça va ailleurs. On prend les 7 malles et on les amène à un homme de confiance, un nommé Bigou, Père Bigou, Abbé Bigou. On s'appelle Monsieur l'abbé. C'est le curé d'une petite ville qui a une grosse histoire. Un petit endroit qui est ramassé autour d'un château, qui s'appelle Rennes-le-Château.
Les mules arrivent de nuit avec les mâles. Et au petit matin, avant que le soleil se lève, on ramène les mâles à un autre endroit. On prend les clés. On s'assure que les registres ont bien été remplis. Chaque mâle a un registre. 7 registres. Tout ça dans un grand dossier de cuir noir. L'abbé Bigou soulève une dalle dans son église. Nous sommes en août 1792. Le dossier est déposé sous la pierre et on repose la pierre. Tout le monde s'en va et tout le monde part à Sabadell, à côté de Barcelone, une semaine après. De tous les gens qui vont partir, il n'y en aura aucun qui va revenir vivant. L'évêque meurt là-bas. L'abbé Bigou meurt à Collioure. Et le seul qui arrive à passer entre les mailles du filet, c'est le directeur du séminaire du diocèse d'Alette, dans le séminaire, pour ceux qui connaissent, en face de l'église Saint-André. Il y a un bâtiment où il y a une épicerie, une boulangerie. C'était le séminaire, c'est là où on formait. Le directeur passe entre les mailles du filet, il se fait arrêter et il est condamné à mort. C'est le seul clerc guillotiné dans le département de l'Aude. C'est le seul qui pouvait savoir. C'est le dernier. Nous sommes à la fin des années 1870. Un jeune garçon de Montazel vient de terminer le séminaire. Il s'appelle Béranger Saunière. Il arrive en premier poste à Alette, où l'attend un autre prêtre qui s'appelle Joseph Théodore Lasserre, grand prêtre royaliste, ami de la famille des Bourbons. Son neveu est le médecin personnel du dernier héritier de la famille des Bourbons, petit-fils de Charles X. Il forme Béranger Saunière. Béranger Saunière repart, musclore. Moi, je suis pour le roi. Je veux le retour du roi. Il arrive à Rennes-le-Château. Premier discours, ça a été dit tout à l'heure. Il y a les législatives. Il faut voter pour des candidats royalistes. Le maire républicain lui tombe dessus. Le préfet lui tombe dessus. Il est envoyé à Narbonne, il reviendra. Mais il a été éclairé par Joseph Théodore Lasserre qui lui a dit « Il se raconte que le trésor est quelque part ». Il fait les travaux. Vous connaissez la suite. On parle beaucoup de la dalle des chevaliers. On parle très peu de la petite dalle gravée sous laquelle il y a le dossier. Elle était à quel endroit de l'église? Je n'ai pas l'information. Il fait mettre le carrelage, il récupère le dossier. Dans le dossier, il y a un texte clé pour arriver à retrouver la cache. Avec un souterrain, on accède à la salle voûtée. Régulièrement, il va prendre le souterrain et il va aller se servir dans les malles. Jusqu'au moment où le souterrain s'effondre sur lui. Une nuit, après bien des orages, pendant des semaines, le souterrain non entretenu s'effondre sur lui. Marie et Pierrot, on va l'appeler comme ça, le mari de la sœur de Lède, de Marie Desnarnaud, l'aide, il était heureusement près de la sortie, on le dégage, ils ne reviendront plus jamais